Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va s'intéresser aux ventes aux enchères de prestige, on regardera du côté de l'Europe s'il y a des bonnes affaires à faire du côté immobilier, et enfin, la gestion à impact. La matinale, c'est parti. Le 12 juin dernier, le tableau Le Melon Entamé de Chardin a battu tous les pronostics en matière de vente aux enchères, estimé entre 8 et 12 millions d'euros. Il a finalement été adjugé 23 millions d'euros. Alors au-delà de cette vente exceptionnelle, on découvre le monde des ventes aux enchères de prestige avec notre invitée Victoire Ginès-Guillotot. Bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes vice-présidente et directrice du business développement chez Christie's. Voilà, vente aux enchères de prestige, on l'a vu. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette noble maison et vos métiers, puisqu'il y en a plusieurs? Tout à fait. Alors Christie's, d'abord, c'est une maison de vente internationale fondée en 1766 en Angleterre par James Christie. Aujourd'hui, on a des bureaux partout à travers le monde, avec un bureau à Paris, un bureau important qui fait des ventes, comme vous venez de le souligner, assez formidables. Moi, je fais 3 métiers au bureau de Paris. Je suis avant tout commissaire-priseur, donc évidemment, j'anime les ventes. Vous tenez le marteau. Je tiens le marteau, tout à fait. Je suis également en charge du business développement. Je m'occupe de tous les liens avec les family office, les notaires, les banquiers privés, pour parler de l'art comme un actif patrimonial. Et enfin, concrètement, de par ma formation de commissaire-priseur, j'ai plaisir à dire que je suis le médecin généraliste des objets. Donc, je suis en général la première à pousser les portes des maisons et à mettre en place ce qu'on appelle l'inventaire, c'est-à-dire le listing des biens du sous-sol au grenier, des trésors que recèlent les maisons des particuliers. Alors, vous dites la France est un bon grenier. Il y a encore des belles œuvres d'art peut-être méconnues dans les greniers ou dans certaines maisons? Oui, je pense qu'on a de ce côté-là une vraie richesse en France. On a eu la chance, par exemple, l'année dernière de sourcer à Toulouse un très beau tableau qu'on a pu attribuer à Ribera, qui a fait plus de 2 millions d'euros. On a une vraie dynamique aussi en région aujourd'hui. Notre prochaine journée d'estimation sera par exemple le 25 juin à Uzès. Donc on se déplace pour aller justement à la recherche de ces trésors encore aujourd'hui méconnus, cachés ou oubliés. Oui, l'art justement, c'est une bonne solution patrimoniale. C'est une solution patrimoniale, certes, c'est une solution aussi qui apporte du plaisir, donc elle est doublement intéressante, parce que vous allez vivre avec un tableau, en profiter et léguer à vos enfants quelque chose qui a une valeur normalement assez stable dans le temps si vous avez bien acheté. Ouais, mais attention, Victoire, il peut y avoir des déceptions. Souvent, on a une valeur sentimentale et puis une valeur réelle. Peut-être que voilà, le tableau qui appartenait à la grand-mère n'est pas l'œuvre d'art ou le chef-d'œuvre qu'on croyait. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a des histoires de famille où on va se transmettre certaines choses qui auront finalement une valeur réelle et commerciale assez faible. À côté de ça, on peut avoir des très belles surprises en sens inverse. L'année dernière, on nous a appelé pour un tableau de Anne Valayer-Coster, première femme à entrer à l'Académie de peinture au 18e. C'est un tableau qui a fait plus de 2,5 millions. Les gens ignoraient totalement la valeur de ce tableau qui trônait au-dessus de la table de la cuisine. Donc voilà, les surprises sont heureusement dans les deux sens. Et le meilleur moyen de savoir ce qu'on a, c'est de ne pas hésiter à nous solliciter. Les expertises sont gracieuses et confidentielles et on vous donnera la vraie valeur de votre objet. D'accord. Alors justement, si on se parle un peu spéculation, est-ce qu'il y en a justement sur l'art, sur ce que vous voyez? Alors, il y en a, mais je dirais davantage sur le premier marché, c'est-à-dire le marché des galeries, où ils vont encourager la jeune création. Nous, quand on arrive en salle des ventes, on est déjà sur ce qu'on appelle le second marché, des œuvres qui ont déjà été présentées en vente, des artistes qui sont déjà cotés. Donc, il peut y avoir un peu de spéculation, mais elle est moindre. Voilà, on est déjà sur une valeur assez établie. D'accord. On parle justement de ceux qui nous écoutent et ceux qui veulent démarrer. Comment ça se passe? Comment on fait pour s'initier justement à ce monde des ventes aux enchères? Alors avant tout, il faut venir, il faut visiter. Toutes les expositions sont publiques. La salle des ventes est publique, elle est ouverte à tous. Christie's, c'est un musée qui se renouvelle chaque semaine. On en parlait. C'est vrai que la semaine dernière, on avait par exemple les ventes d'art d'Asie et le melon de Chardin, la sculpture ancienne. Cette semaine, on présente une vente de bijoux et une vente de Malvuitton. Donc voilà, c'est en permanence, on vient, on se fait l'œil, on interroge les spécialistes qui sont là pour répondre à vos questions. Et puis l'avantage de ce musée, c'est un musée où on peut toucher les objets et où on peut demander la valeur de l'objet. J'ai une dernière question. C'est vrai que quand on est dans la salle des ventes,
il y a tout ce décorum dans la manière d'enchérir, ça peut être assez impressionnant. Comment on gère ce côté un peu émotif de la vente? Alors, il y a plusieurs façons d'enchérir. On n'est pas obligé d'être dans la salle le jour J. On peut laisser un ordre d'achat, c'est-à-dire la valeur maximale jusqu'à laquelle on est prêt à aller pour un objet ou un tableau. C'est peut-être la façon la plus sûre de ne pas se laisser embarquer pour un premier achat. On peut également enchérir en direct depuis son ordinateur, donc en s'inscrivant sur le live. Donc là encore, il y a un côté un petit peu plus discret peut-être. Et puis enfin, on peut demander une ligne téléphonique. Donc on sera au téléphone avec un collaborateur Christie's qui relaiera vos enchères auprès du commissaire-priseur. Voilà, on termine avec quelques chiffres sur le nombre de ventes en 2023 et en 2024, ce sera à peu près pareil? Tout à fait. Alors, on est à peu près à une petite cinquantaine de ventes par an. En 2023, on fait 23 ventes online only, donc exclusivement online, ce qui est peut-être aussi un bon moyen de commencer. Et puis, 24 ventes live, avec la possibilité d'enchérir en live également. La valeur moyenne d'un lot vendu à Paris, c'est 64 000 €, sachant qu'on va à des enchères qui vont commencer à 100 € et un melon de Chardin qui fera plus de 23 millions. Donc, la gamme des prix est très large. Il y en a pour tous les portefeuilles. Et enfin, on a vendu, pour vous donner un ordre d'idée, 5 700 objets l'année dernière à Paris. Ah ben voilà, ça fait pas mal. On en sait un petit peu plus donc sur ce monde des ventes aux enchères de prestige chez Christie's. Merci Victoire Ginès-Guillotot. Je rappelle que vous êtes vice-présidente et directeur du business développement chez Christie's. Et à bientôt dans la matinale. Merci beaucoup. On parle CPI dans la matinale avec notre invitée, c'est Christelle Wauters. Bonjour Christelle. Bonjour Fabrice. Vous êtes présidente d'Edmond Rothschild Reim France. Alors, petit mot sur votre activité et notamment votre plateforme d'investissement. Eh bien, Edmond Rothschild Reim regroupe dans 7 pays 140 collaborateurs et gère actuellement 13 milliards d'euros sous gestion, principalement pour une clientèle privée et institutionnelle. Chez Reim France à Paris, nous sommes à peu près 40 collaborateurs. Ah, donc une belle équipe. Est-ce que vous pouvez nous présenter les véhicules d'investissement ? Eh bien, au sein de la plateforme, nous gérons notamment une SICAV grand public en Suisse qui aujourd'hui a une market cap d'environ 2,4 milliards. En Hollande, notre bureau d'Amsterdam gère un fonds pan-européen industriel qui se valorise aujourd'hui à peu près 600 millions d'euros. Et puis on parle de la petite dernière, la SCPI Europa. Est-ce que vous pouvez nous présenter ses caractéristiques, la SCPI Europa qui vient d'être lancée il y a quelques mois ? Exactement, la SCPI Edmond Rothschild Europa que nous avons lancée en mai 2024, donc qui est toute récente en effet, et qui a pour vocation de faire bénéficier aux clients français de tout le savoir-faire justement de la plateforme pan-européenne d'Edmond Rothschild. Cette SCPI, elle est pan-européenne puisqu'on croit fortement à l'ancrage local, à la compétence de nos équipes en local pour trouver les bonnes opportunités. Et elle est diversifiée puisque nos équipes, que ce soit en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en France, en Angleterre qui couvre l'Irlande, ont des compétences aussi bien en logistique, en activité, en bureau et en activité des sciences de la vie. D'accord, alors justement après une année compliquée avec des taux aussi qui ont bondi, on dit qu'il y a beaucoup d'opportunités en ce moment. Sur quoi vous vous focalisez ? Vous nous avez parlé de multi-actifs et puis multi-pays. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement en ce moment ? Eh bien justement, l'avantage d'avoir monté un véhicule diversifié et pan-européen, c'est de pouvoir mutualiser le risque et c'est de pouvoir aller là où les opportunités sont intéressantes. Par exemple, on vient d'acquérir notre premier actif aux Pays-Bas, à la frontière allemande, sur un taux de rendement d'environ 8%. Et nous n'aurions pas pu, il y a 2 ou 3 ans, avoir une telle qualité d'actifs avec un bail de 10 ans ferme, donc un rendement vraiment sur le long terme, à un taux aussi intéressant. On est donc convaincus que c'est un point d'entrée favorable pour cette SCPI Edmond Rothschild Europa. Ah oui, encore faut-il avoir la collecte nécessaire pour bénéficier de ces opportunités. Est-ce que c'est le cas chez Edmond Rothschild Reim ? Eh bien, depuis le mois de mai où nous nous sommes donc lancés, nous avons déjà eu une collecte en part sponsor qui est très intéressante. Et puis, on a déjà quelques exclusivités dans la poche, notamment une exclusivité en France autour d'un taux de 8% pour un bail de 12 ans ferme. Et on est en cours en ce moment de discussion en Allemagne. Donc, on espère que la collecte va continuer à être au rendez-vous pour pouvoir faire bénéficier les investisseurs de notre SCPI de ces très belles opportunités.
opportunités. Alors justement, on en parle de ces investisseurs ou des conseillers en gestion de patrimoine qui vont conseiller leurs clients. Quel est le rendement attendu sur à peu près 8% des opérations assez intéressantes? Pour le client final, ça va être de combien ce rendement? Aujourd'hui, on vise un rendement final de 6%, mais c'est vrai que nos premiers investissements, normalement, devraient nous permettre de dépasser légèrement ce rendement initial prévu à 6%. Bonne nouvelle donc pour les investisseurs. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu de SCPI bashing ces derniers temps avec ces craintes sur les valeurs de part de certains de vos confrères qui ont été revus à la baisse. Est-ce que ça veut dire que ce mouvement est passé, qu'on revoit les investisseurs à nouveau qui montrent de l'appétence pour ce type d'actifs? Je pense qu'il faut vraiment garder en tête que la SCPI est un investissement long terme. C'est vrai que l'avantage des nouvelles SCPI, c'est qu'elles n'ont pas de stock, donc elles n'ont pas à gérer ces actifs qui ont peut-être été acquis à un moment de marché depuis ces 2, 3, 4 dernières années, peut-être moins favorables en termes de points d'entrée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un point d'entrée qui nous permet d'être serein sur le prix de part à moyen long terme. Et voilà, c'est le moment donc pour les investisseurs de revenir sur cette classe d'actifs, les SCPI, et pourquoi pas les SCPI Europa. Merci Christelle Wouters. Je rappelle que vous êtes présidente d'Edmond Rothschild Reim France, et à très bientôt dans la matinale. Merci beaucoup. Et dans la matinale tout de suite, on va parler gestion à impact avec notre invité Éric Simonet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des relations investisseurs France et Luxembourg chez Triodos. Déjà, présentez-nous Triodos. Alors Triodos IM, donc la branche gestion d'actifs, est donc une société de gestion néerlandaise qui appartient à la banque Triodos, et c'est une société qui depuis le début des années 90 est spécialisée dans la gestion à impact, c'est-à-dire vraiment la recherche de sociétés et d'investissements qui permettent d'avoir un impact positif sur l'environnement et les personnes, avec aujourd'hui un peu plus maintenant de 6 milliards sous gestion et uniquement article 9, donc ce qui nous différencie de nos petits camarades. Oui, c'est vrai que cette gestion à impact, elle monte dans les portefeuilles, j'allais dire presque dans l'inconscient collectif. On en parlait très peu il y a encore quelques années, et puis il y a eu un formidable accélérateur depuis la crise sanitaire. Exactement, le Covid a donné un gros coup de boost effectivement à la gestion responsable, durable, impact, parce que les investisseurs se sont rendus compte que il y avait beaucoup de choses à changer, qu'il y avait certains grands enjeux qu'il fallait adresser, et la gestion à impact effectivement est là pour y répondre. Il y a aussi eu beaucoup de mise en place de réglementation avec la SFDR, la taxonomie. Maintenant, il y a l'ESMA qui est en train de se pencher sur comment on peut nommer les fonds. Oui. Est-ce qu'on peut mettre ESG, durable et impact, et dans quelles conditions? Et ça risque aussi de bouger un petit peu le marché. Chez Triodos, vous faites donc des fonds d'investissement du côté, mais aussi du non-côté. Exactement, donc c'est une de nos particularités. Donc on a toute une partie de fonds cotés, c'est à peu près 4 milliards aujourd'hui sur les 6 milliards sous gestion, où donc on investit dans des sociétés dont l'activité ou le service répond à un des grands enjeux de transition que nous avons identifié, à savoir tout ce qui est lié à l'alimentation et à l'agriculture durable, tout ce qui est lié à la transition des ressources, à la transition énergétique, au bien-être des personnes, ou encore à l'inclusion sociale et financière. Donc ça, c'est vraiment pour la partie cotée. Et puis on a 2 milliards aujourd'hui, ou un tout petit peu plus de 2 milliards sur le non coté, avec cette particularité d'offrir des fonds dits evergreen, donc de la dette privée ou du private equity, mais dans des véhicules d'investissement qui restent semi-ouverts, avec des liquidités mensuelles ou trimestrielles, et qui adressent d'autres types de thématiques plus particulières, comme la transition énergétique, la transition alimentaire, ou un de nos fers de lance, la microfinance. Ouais, on va y revenir dans un instant. Petite question justement sur à qui vous distribuez ces fonds, quels sont ceux qui peuvent les acheter? Alors, aujourd'hui, on est dans une approche B2B sur le marché français. Donc, on s'adresse principalement à des banques privées, des gestions discrétionnaires, des fonds de fonds, mais également des family office. Et puis, depuis un peu plus d'un an maintenant, on a mis en œuvre toute l'architecture pour développer le secteur des CGP, avec maintenant un peu plus de 50 millions d'encours sur les CGP. Donc, c'est un début, mais on a passé tous les accords qu'il fallait. Et puis on sent qu'il y a un véritable
un véritable besoin de produits qui répondent véritablement à ces critères de durabilité pour éviter tout greenwashing. Voilà, 50 millions sur les conseillers en gestion de patrimoine, c'est très beau démarrage. Nul doute que ça va continuer, notamment à travers deux véhicules dont on va parler maintenant. Le premier, c'est sur les actions internationales Global Equity, un fonds sur les actions globales, qui s'appelle Triodos Global Equities Impact. Exactement, donc c'est un fonds à dominante large cap, donc des capis supérieurs à 16 milliards. On investit principalement sur les économies développées, donc États-Unis, Europe, Japon, et on investit dans des grandes sociétés dont le service ou le produit adresse ces grands enjeux de transition que je nommais précédemment. C'est un fonds qui fait un peu plus d'1,2 milliard, donc c'est un gros véhicule d'investissement aujourd'hui. C'est notre plus gros fonds chez Triodos, article 9, et avec un track record de plus de 10 ans. Donc il y a de quoi aussi regarder comment le fonds s'est comporté suivant différentes périodes. Il y a des périodes où le fonds marche très bien, et puis il y a des périodes effectivement quand les énergies fossiles font 80% de la performance, étant donné qu'on a notamment des exclusions de secteurs assez fortes, on peut avoir des différences de performance relatives à certains moments, mais sur une période d'investissement à long terme, on a véritablement un fonds qui délivre de l'impact avec une performance en ligne avec les attentes des investisseurs. Et puis Eric, on termine avec les fonds pour la microfinance. Ça, c'est Triodos Microfinance, attention, réservé aux investisseurs professionnels. Exactement, sur le marché français, le fonds est réservé aux investisseurs professionnels. C'est un fonds qui investit à 60% dans de la dette privée et à 40% dans du private equity sur vraiment la thématique de la microfinance. Donc c'est des lignes de crédit qui sont accordées à des instituts de microfinance dans les pays émergents, mais aussi des prises de participation dans des fintech locales qui sont sur la digitalisation des moyens de paiement, la digitalisation de l'économie. Il faut savoir qu'il y a 1,5 milliard de personnes qui ne sont pas bancarisées ou sous-bancarisées, et donc la microfinance vient les aider à développer des activités économiques. Et ce fonds a un très beau track record puisque sur 20 ans, il n'a été négatif qu'une seule année en 2020 et offre un très très beau couple rendement risque-impact. Voilà, Triodos Microfinance, on l'a dit, réservé aux investisseurs professionnels. On en sait un petit peu plus donc sur votre activité. Merci Eric Simonet. Je rappelle que vous êtes responsable des relations investisseurs France et Luxembourg chez Triodos, et à très bientôt dans la matinale. À bientôt, merci.